Alors, mercredi, le 27 janvier, à Melbourne, en Australie, c'est avec pas de filet. Vous êtes en compagnie de votre trio d'analystes sportifs qui a pris du muscle pendant la saison morte, c'est-à-dire moi-même, Justin le coach Arbour, Benoît Sniper Belleville et Marc-André Labulle Savard. Salut les gars. Salut. Salut les gars. Alors, bienvenue, messieurs, à l'épisode 73 de votre balado avec pas de filet. Là, les gars, je pense que cette fois-ci, vous allez l'avoir. Pouvez-vous me dire pourquoi nous sommes à l'épisode 73? Je le sais, c'est pas mal proche du nombre réel d'épisodes enregistrés jusqu'à date, mais c'est pas ça la réponse. Alors, Est-ce que 73. c'est Pas tout. Vas-y. est-ce que c'est parce que Toffoli était la première étoile de la semaine dans la Ligue nationale? Oh, Exactement. Non, exactement. Tyler Toffoli du Canadien de Montréal a été choisi la première étoile de la Ligue nationale avec 5 buts en 4 matchs. Maintenant, celle-là est difficile. Marc-André, tu as eu ton point avec celle-là, mais peux-tu me dire qui est l'autre première étoile de la semaine dans la Ligue nationale de hockey? Parce que la Ligue nationale, maintenant, choisit 2 premières étoiles. C'est qui l'autre première étoile? Si tu le sais pas, tu le sais pas. Tu n'as pas besoin de Je chercher. sais pas. Écoute, là, tu m'en poses une. Alors, Dans ma tête, il y en a juste une. il s'agit de Virginie Hébert, qui est inhalothérapeute au CHUM. La Ligue, ok, maintenant, ok. La Ligue maintenant choisit trois premières étoiles, là, mais aussi une première étoile dans la communauté pour leur Ah! dévouement exceptionnel là, dans les circonstances là, de la pandémie actuelle. Alors, Virginie est une allothérapeute, puis elle a beaucoup donné de formation pour être certaine que son équipe serait prête pour faire face aux circonstances actuelles. Là. Je ne connais pas les détails, mais je sais qu'elle a été choisie première étoile de la Ligue nationale la semaine passée, ex aequo avec Tyler Toffoli. OK. Alors, Attention. C'est une belle Ouais, initiative. ouais, je lève ben mon ouais. verre à ça, c'est une belle idée. Alors, parlant de lever notre verre, Marc-André, tu as créé une certaine commotion dans l'équipe d'analystes ici lorsque tu as choisi la bière qui va être dégustée pour le podcast de ce soir. Peux-tu nous présenter la bière qu'on va boire ce soir? C'est la Victoria Bitter qui est plus communément appelée juste VB ici à Melbourne. Écoute, je vais tout te parler de la raison. Je vais pas donner mon appréciation, mais ça, écoute, pour les Québécois qui nous écoutent, c'est comme l'équivalent de la base 50, si on veut, culturellement parlant. C'est un incontournable. Ça fait partie, c'est ancré dans la culture, surtout ici là, à Melbourne. Là, c'est une bière ancrée dans le terroir, si on veut. Il y a une signification à cette bière-là. Alors, à voir si elle est bonne ou pas, on va pouvoir vous le dire plus tard. C'est bon. Merci Marc-André. Je pense que c'est même Euh, une bière qui est carboneutre, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est carbonate pour vrai? Ben, je pense que, en tout cas, si ce n'est pas carboneutre, je pense que c'est pas loin. En tout cas, à défaut du goût, vous savez que vous faites un plus pour l'environnement à chaque gorgée. Félicitations. c'est bon, c'est bon. Bon, c'est ça qu'on va se dire quand on va pitcher notre bouteille dans le tantôt. C'est ça. Bon, hey, le sujet du jour, messieurs, on a décidé de discuter, pour commencer, des nouvelles divisions dans la Ligue nationale de hockey là, pour la présente saison. Hein. On le sait que la LNH a dû chambouler la manière dont elle organisait ses équipes par division. Maintenant, on est rendu avec une division Nord. Alors, on va se demander qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour les équipes de la LNH, puis en particulier pour les Canadiens de Montréal. Alors, si vous permettez, je vais partager mon écran pour vous montrer une petite image de ce que l'on avait l'an passé. Alors, est-ce que vous voyez ça, messieurs? Une Ouais. belle. Oui. Bon, alors, en bleu, on avait la division où le Canadien se trouvait. Hein. On voit là, que ce sont des divisions, pour l'essentiel, assez verticales. Alors, c'était le fun pour les Canadiens. Ils étaient associés avec les équipes de la Floride. Alors, de temps en temps, ils faisaient un beau petit voyage loin du froid. Mais tout ça se passait pas mal dans le même fuseau horaire. Hein. Les équipes là, donc, étaient organisées de façon verticale. Et si on arrête le partage et qu'on s'en va à
cette image-là, hein, on voit maintenant qu'avec la création des nouvelles divisions, dont la division Nord, on voit que si je prends le petit... juste un petit moment. Ah! Alors, vous voyez le petit spotlight rouge ici? On expérimente. Alors, vous voyez que maintenant, le Canadien, là, il doit jouer avec des équipes, hein, parce que maintenant, avec la nouvelle formule, pendant toute la saison, on va jouer constamment contre les mêmes équipes à l'intérieur de la même division. Et, tout ça, c'est pour, évidemment, diminuer les transports. Puis, entre autres, il a fallu regrouper toutes les équipes canadiennes dans la même division pour des raisons logistiques. Traverser la frontière serait impliquer des quarantaines, des quatorzaines à toutes les fois que les équipes auraient dû traverser. Donc, ça aurait rendu les choses absolument impossibles, ou en tout cas très, très difficiles. Puis, il n'était pas question d'avoir une bulle, évidemment, pendant la saison régulière. Alors, il a fallu regrouper toutes les équipes canadiennes ensemble, du même côté de la frontière. Et ça veut dire qu'il va y avoir, étant donné qu'on n'est plus dans le même fuseau horaire, les équipes vont voyager pas mal plus pour pouvoir jouer les unes contre les autres. J'arrête le partage. Alors, c'est le portrait géographique et logistique de la nouvelle Ligue nationale pour cette année. On espère que ça... Ben, je dis on espère. On peut penser que ça ne restera pas comme ça. Bonjour Adam, qui est sur le balcon. Euh, alors, mais on a eu un petit échantillon de matchs cette saison-ci. Alors moi, je suis intéressé, les gars, à savoir ce que vous pensez de l'impact de cette réorganisation-là sur les équipes de la Ligue nationale, sur leurs chances de succès, et en particulier avec les Canadiens. À qui l'honneur? Ben écoute, je peux commencer si ça ne te dérange pas, Benoît. Moi, écoute, je dirais que en fait, ça dépend. Je ne sais pas à quel point il y a un buzz dans les autres divisions, mais moi, je sens que pour la division canadienne, on va appeler ça la division canadienne, même si officiellement c'est la division Nord, pense que non, non, c'est la division canadienne, c'est pas la division Nord. Par hasard, c'est toutes des équipes canadiennes. Ben, c'est ça. En tout cas, bref. Ça s'appelle la division Scotia. Là. Scotia, ben non, c'est ça. Moi, je sens qu'il y a un buzz et je sens que, moi, je trouve personnellement que c'est extraordinaire. Même quand il avait commencé à avoir des rumeurs que ça pourrait être ça, on se disait, ça se peut comme pas. Moi, je trouvais que c'était une excellente idée dans le contexte actuel. Puis, moi, je ne sais pas s'il y a ce buzz-là ailleurs dans les autres divisions. Peut-être que d'autres propriétaires, ça ne les intéresse pas. Mais moi, je sens que ça crée des rivalités. Déjà qu'il y a des rivalités naturelles entre les équipes canadiennes, parce que les fans au Canada, c'est des fans passionnés. C'est des gens qui sont vraiment à fond derrière leurs équipes. Donc, ça crée vraiment quelque chose. Il y a quasiment plus d'intérêt que dans une saison normale dans la section atlantique habituelle. En tout cas, moi, personnellement, j'aime bien mieux, sans vouloir rien dénigrer les Sabres de Buffalo puis des Trois, puis même des Panthers de la Floride. Je trouve qu'il y a quelque chose à affronter tout le temps des équipes canadiennes, d'avoir Vancouver plus souvent, de voir Edmonton. Surtout que cette année, il y a du talent dans les équipes canadiennes. Ça va être spectaculaire. On l'a déjà vu à date, là, c'est assez spectaculaire. Alors, je ne sais pas si pour les autres divisions, c'est intéressant, mais je pense qu'il y a des propriétaires qui doivent se dire que même après la pandémie, en tout cas, je pense que souvent les propriétaires d'équipes canadiennes vont vouloir qu'il y ait plus de matchs entre les équipes canadiennes si on retourne au format traditionnel après. Et je pense que toute l'idée des allers-retours, en tout cas des séjours style série de baseball, si on veut, là, où on joue 2 ou 3 matchs dans la même ville de suite, ça économise beaucoup des coûts pour les déplacements, pour les propriétaires, même pour les joueurs. Au lieu de dire 20 déplacements, juste 3 matchs de suite dans la même ville, c'est moins fatigant d'un point de vue, là, quand c'est ça ta job, dans le fond. Et moi, je pense que ça, il pourrait y avoir de l'intérêt parce que d'un point de vue financier, ça fait du sens. D'un point de vue rivalité, on a vu le 3 matchs de suite contre Vancouver, là, puis avec Tyler Myers sur Joel Armia, ça met
met du piquant. Tu as l'impression d'être en hockey des séries déjà en saison régulière. Clairement, Marc-André, je garderai le côté série pour un petit peu plus tard, mais je voudrais savoir ce que Benoît pense là, de nouvelles configurations avant de passer à ça. Jusqu'à maintenant, c'est sûr que là, l'échantillon, c'est vraiment limité. Là. On n'a pas vu beaucoup de séries, mais jusqu'à maintenant, c'est vraiment fantastique. Tu as vraiment l'occasion d'avoir. C'est comme une mini-série, dans le fond, là, parce que là, tu as le même club qui revient tout le temps, puis là, tu peux vraiment analyser, puis tu peux vraiment avoir les forces et les faiblesses de chaque club. Puis il y a un côté stratégique aussi qui se fait à mesure que la série avance. C'est vraiment une belle tournure d'événements, je trouve, là, dans les circonstances. Puis comme Marc-André le disait, ça va être beaucoup moins taxant sur les joueurs. Il y a moins de voyagement. Tu as plusieurs journées à la même place. Tu n'as plus besoin de. Après, tu prends ta douche après la partie, on s'habille, on prend l'avion, puis on s'en va atterrir à la ville d'à côté à 3 heures dans la nuit. Puis après ça, le lendemain, tu as peut-être un match. Fait que je pense que dans un contexte de calendrier condensé, c'est beaucoup plus facile pour les joueurs. Jusqu'à maintenant, je suis surpris parce qu'il n'y a pas tant de blessures que ça. Puis je me demande si ce n'est pas un des facteurs. Ouais. Parce que j'aurais pensé justement qu'il y a beaucoup de matchs en peu de temps. Que il y a des joueurs qui étaient beau t'entraîner et tout, mais après un retour, après une longue période, que ça aurait pu être plus difficile, ça n'a pas l'impression d'être ça. La liste des blessés des équipes en général n'est pas trop affectée. Je me demande qu'est-ce que ça va donner à long terme, parce que je pense que c'est Daly, l'adjoint de Bettman, qui avait dit que la division canadienne, c'était cette année, puis c'est tout. C'est vraiment juste pour les circonstances actuelles, mais je me demande si les joueurs ne vont pas aimer ça, de ne pas être pris à toujours voyager à tout bout de champ. Moi, je suis pas mal d'accord avec lui. Juste pour enchérir là-dessus, on oublie des fois que les joueurs, là, c'est une job, là, c'est des employés, si on veut. C'est quand que tu t'en vas dans tes placements pour le travail, là, c'est sûr que tu donnes le choix à un employé de partir pendant 6 jours, puis que tu vas avoir 6 nuits dans la même ville. Puis tu vas travailler pendant ces 6 jours-là, là, avec ton. Dans leur cas, c'est quelques entraînements et des parties. Versus, tu pars pendant 6 jours, mais tu vas dans 3 villes différentes. Et comme tu disais, Benoît, tu finis une game, tu t'en vas, tu décolles, tu prends l'avion, tu arrives à 3 heures du matin, tu fais un morning skate, après tu fais une autre partie. Parce que c'est pas des conditions qui sont idéales d'un point de vue ressources humaines, d'un point de vue performance aussi. Puis moi, je serais, en tout cas, on va voir, effectivement, l'échantillon est mince, là. Mais ça me surprendrait pas, moi, que ça ait un impact assez positif en tout cas, sur les blessures. Puis ça permettrait, en tout cas, moi, je suis convaincu que l'association des joueurs vont dire, ben nous, il y a quelque chose, même si on revient à toute la division canadienne, mais avoir ce principe-là de, quand on fait des déplacements, par exemple, si le Canadien retourne dans la section atlantique avec Boston et Buffalo, au lieu de voir Boston jouer contre Boston 8 fois, mais en 4-5 déplacements différents, ben écoute, on va aller à Boston, on va jouer 3 games à Boston, on reviendra une deuxième fois, puis that's it. Et, au baseball, c'est ça qu'ils font, là. Ben, ça fonctionne très bien. Là. C'est ça que j'allais dire. C'est des coûts. C'est des coûts de moins aussi pour les propriétaires. Ah, c'est clair, les charter flights, là t'en as. Tu fais le déplacement une fois au lieu de le faire 2, 3, 4 fois dans une saison. Exact. Alors, il est possible qu'à ce moment-ci, ou avant la saison, avant le début de la saison, les joueurs avaient peut-être certaines appréhensions par rapport à la formule là, où on se déplaçait, on faisait un groupe de matchs, puis ensuite on se redéplace. Mais peut-être qu'après l'expérience qu'ils vont vivre cette saison-ci, ils vont évoluer dans leur opinion, puis ils vont peut-être supporter ce genre de formule-là de la part de la LNH. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui rapporte le plus d'argent. Marc-André parlait de sauver de l'argent, mais je ne sais pas quelle formule rapporte le plus pour la LNH. C'est peut-être pas toujours de jouer plusieurs matchs contre les mêmes équipes. Ouais. Ben, je pense que ça dépend de quel marché. Tu sais, c'est drôle parce que je lisais un peu là-dessus, puis effectivement, il y a des insiders qui avaient cette conversation-là un peu avec Bill Daly pour dire, regardez, il y a des propriétaires qui sauvent beaucoup d'argent parce que, comme évidemment, chaque vol novisé là, coûte, c'est très cher là, parce que c'est des vols spéciaux, etc.
les nuits d'hôtel dans la même ville plutôt que de faire plusieurs déplacements, etc. Parce que c'était des sous de sauver beaucoup. Et puis, mais Bill Daly semblait dire, ben, en même temps, on ne sait pas si d'un point de vue marketing, vendre, si par exemple Columbus reçoit Tampa Bay 3 soirs d'affilée, ou 3 parties d'affilée, est-ce qu'ils ont la misère à vendre les billets la troisième partie? Peut-être. Mais au Canada, en tout cas, on s'en fout. Ça n'aura pas d'impact. Ouais. Montréal, là, que ce soit Toronto 3 fois de suite, là, ça va être vendu les 3 soirs. Alors, puis les marchés canadiens, c'est eux autres qui apportent vraiment le gros des revenus à la Ligue nationale. Donc, en tout cas, moi, j'aurais tendance à dire que je ne suis pas convaincu que ça va vraiment avoir un si gros impact négatif sur les revenus. Peut-être même au contraire, parce que ça crée des rivalités, on l'a vu, là. Oui. Donc, puis, en tout cas, puis je pense que d'un point de vue des joueurs, même, tu sais, eux autres, ils ont des conjoints, ils ont peut-être des conjoints aussi, on ne sait pas. Je suis convaincu qu'il y en a qui ont des conjoints, on ne sait pas. Mais ce qui arrive, c'est que finalement, quand eux, ils partent OK, peut-être pour une semaine. Mais quand ils reviennent à la maison, au lieu de revenir à la maison 2-3 jours, puis de ne pas avoir eu le temps de vraiment être là avec leurs enfants, puis de prendre la routine, ils reviennent probablement pour une dizaine de jours. Même pour les Puis on conjoints, tente de s'écœurer bien comme il faut. Mais c'est plus. Mais non, c'est plus intéressant, tu sais, d'un point de vue qualité de vie, de qualité de travail, vie, famille, travail. Non. Mais ça, à la fin, c'est eux autres qui vont nous le dire, tu sais, avec le temps, si c'est préférable ou si c'est pas préférable. Là, Mais je veux juste vous faire remarquer quelque chose, les gars. Vous êtes tous les deux bien excités, vous trouvez ça bien une division Nord, une division canadienne ou Scotia. Là. Mais est-ce que ça se peut que nous autres, on trouve ça bien fun? Parce que, par hasard, notre équipe, il se trouve que les Canadiens, là, ils ont un gros début de saison. Est-ce qu'on serait pas un peu moins excité par les nouvelles divisions si les Canadiens n'avaient pas autant de succès? Oui. Tu sais, je regarde ça personnellement, puis je pense que c'est ce qui va se refléter dans les codes d'écoute. Je pense que les premiers résultats montrent que c'est vraiment, ils ont des super bonnes codes d'écoute, mais au niveau du Canada, c'est clair que si j'ai le choix de regarder un match canadien-Vancouver ou un match canadien-Phoenix, les probabilités que je regarde celui de Vancouver sont beaucoup plus grandes. Tu sais, j'ai plus d'amis qui viennent de la Colombie-Britannique. C'est 2 marchés canadiens. Il y a un engouement. Tu sais, dans ce temps-là, c'est sûr que ça va peut-être les affecter. Puis ça, on n'a pas les résultats. Moi, je ne les ai pas. Et comment ça se passe dans le sud-ouest des États-Unis? Les codes d'écoute sont-ils bonnes? C'est clair que tu sais, moi, je sais que les Panthers de la Floride, là on parle de code d'écoute, mais à la billetterie, les Panthers de la Floride, ils font leur cash quand les Canadiens ils vont les visiter. Parce que les Québécois en Floride, ils vont les voir. Ouais. C'est peut-être pour ça que la Ligue nationale va dire OK, on veut revenir à des divisions comme avant parce qu'on veut que le Canadien se promener partout pour injecter comme une intraveineuse à tous ces clubs-là. Ça démontre un petit peu le problème de la Ligue. Là. Il y a des places que ce n'est pas des marchés de hockey, puis ça vit juste à cause des expats ou des amateurs de Montréal. Parce que... Est-ce qu'on pourrait pas en avoir un modèle hybride? Oui, vas-y, justement. Et toi, Marc-André, es-tu comme Benoît? Es-tu intéressé par un match Vancouver-Montréal? Ou est-ce que tu t'ennuies pas un peu des matchs Canadien-Boston puis Canadien-Tampa Bay? OK, c'est ça. Je suis un peu d'accord avec Benoît. Tu donnes le choix de Canadien-Vancouver ou Canadien-Phoenix. Moi, je vais dire Canadien-Vancouver. Mais c'est vrai que Canadien-Boston, tu sais, je veux dire Montréal-Boston, Montréal, même New York, des fois, ou en tout cas, même Pittsburgh. Bon. Je pense qu'on pourrait y aller à un moment donné avec peut-être un modèle hybride. Parce que je pense qu'il faut reconnaître, d'un point de vue marketing, il faut reconnaître qu'il y a quelque chose, il y a un engagement, et culturellement, il y a quelque chose au Canada. Donc, je pense que dans une saison habituelle, il n'y a pas beaucoup de matchs avec les équipes canadiennes autres que Toronto et Ottawa, parce qu'ils sont dans la même division normalement. Mais je pense que est-ce qu'il y aurait moyen de garder un peu de... Parce que je pense qu'effectivement, les joueurs, je pense qu'ils vont prendre goût, à mon avis, à l'arrangement actuel. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déplacements dans les différents fuseaux horaires. Ça, c'est pas toujours évident.
Puis je pense que oui, tu leur donnes le choix peut-être que de rester aller à Boston au lieu d'aller à Calgary, ben, c'est un déplacement qui est moins taxant, etc. Est-ce qu'on pourrait pas arriver à un modèle hybride où effectivement le Canadien revient dans une section avec des clubs de son fuseau horaire, mais a un petit peu plus de matchs contre les équipes canadiennes, peut-être au détriment de Phoenix et des clubs de l'Ouest, du Sud-Ouest américain, qui, dans le fond, à ce moment-là, en tout cas, je pense qu'il y aurait peut-être de quoi à faire parce que je pense qu'ils vont se rendre compte qu'il y a un certain buzz. Puis à mon avis, le buzz n'est pas juste lié au fait que les Canadiens performent bien jusqu'à date. Parce que moi, je pense que si tu performes bien cette année dans la division canadienne, ils performeront bien dans n'importe quelle division. Puis je pense que s'il n'était pas bon, il ne serait pas bon dans n'importe quelle division non plus. En tout cas, à un certain moment, tu as fini par balancer. C'est clair. Mais tu penses pas, Benoît, tu penses pas, par exemple, que la division canadienne, tu sais, il y en a qui ont dit que la division canadienne cette année est peut-être juste faible. Il y en a qui disent le contraire. Qu'est-ce que vous pensez, les gars, du fait qu'on est désavantagé ou avantagé cette année de jouer dans la division canadienne? Benoît? Selon moi, la division canadienne est vraiment forte là, parce que si tu te présentes, admettons, je veux dire, à l'exception, c'est pas vrai, c'est pas si vrai que ça, à l'exception d'Ottawa, qui encore là ça peut être trompeur un peu parce qu'ils ont un alignement qui est jeune et qui a du mordant qui sont capables de se défendre à tous les soirs. La plupart des autres clubs, si tu décides d'avoir une période où ce que tu ne te présentes pas, ça va faire mal. Là. Tous les clubs ont des grosses attaques. Ils ont toutes des forces. Pour l'instant, l'avantage du Canadien, selon moi, c'est juste parce qu'ils ont 4 trios qui sont capables de rouler full pin, puis ça n'arrête pas, puis ils ont une profondeur incroyable comparativement aux autres clubs. Mais c'est clair que... Tu seras d'accord avec Marc-André, les Canadiens sont juste forts cette année. Ben, je pense que le Canadien a fait... le Canadien va donner à César ce qu'il a fait à César. Bergevin a fait un bon choix. Il a monté un bon club. Ils savent qu'ils ont un calendrier condensé. Ils savent qu'ils vont disputer beaucoup de matchs en peu de temps, qu'il va peut-être y avoir des blessés. Donc, il a décidé de monter 4 trios qui sont capables de bien fonctionner plutôt que d'avoir 2 gros trios et 2 petits trios en complétant en fonction de la masse salariale. Il y a un taxi squad qui est en mesure de monter dans l'alignement et d'avoir un impact. On le fait avec Corey Perry. Puis on va sûrement le voir avec les autres là, parce qu'ils ne joueront pas souvent en taxi squad. Puis quand ils vont pouvoir jouer, d'après moi, ils vont vouloir essayer de rester parce que ça ne doit pas être si le fun que ça. Parce que ces gars-là, pour que les gens comprennent, les taxi squad, ces gens-là, ils suivent l'équipe principale, mais pendant ce temps-là, ils ne jouent pas dans la Ligue américaine. Fait que c'est-à-dire qu'ils peuvent participer aux entraînements, mais à part ça, ils ne voient pas d'action, ces gars-là, là, qui ont faim. Ah ben, tu manges des hot dogs à la galerie de presse, t'as pas si faim que ça. Ouais. T'as hâte de jouer. Mais moi, je pense que, écoute, la vision, moi, à mon avis, j'étais convaincu avant même que la saison commence que la division canadienne serait une bonne. Peut-être pas qu'une équipe de pointe comme Tampa Bay ou peut-être même Washington ou Vegas, par exemple. Mais je trouvais que. Moi, je trouve que la division centrale, je pense qu'elle s'appelle, en tout cas, moi, à mon avis, c'est elle la plus faible. Parce que, oui, il y a Tampa puis il y a la Caroline. Mais Columbus, on pourra en reparler éventuellement si on parle un peu de la transaction qu'il vient d'avoir eu, mais Columbus, c'est pas une formation qui regorge tant de talent que ça. Ils ont Détroit, il y a Chicago, des équipes vraiment en reconstruction. Il y a quand même des clubs relativement faibles. La Floride n'a pas encore vraiment trouvé quoi que ce soit. Là. Depuis quelques années, on attend que ça déclique, mais ça n'a pas encore eu. Peut-être que ça va mieux un peu depuis le début de la saison, mais quand même, il n'y a rien de trouvé. Tandis que la division canadienne, comme Benoît disait, et en tout cas, il y a 6 des 7 équipes peuvent vraiment légitimement dire on a des chances de faire des séries cette année. Puis Ottawa peut quand même brasser les 4 pas mal. Tu as des Bradley Ketchuk, Thomas Chabot. Je veux dire, ils sont sur le point d'éclore. C'est sur le point d'être des superstars. Mais moi, j'avais de la difficulté. Excuse-moi. Mais moi, j'avais juste de la difficulté au début de la saison.
C'est qui que moi que j'ai exclu des séries dans la division canadienne? Est-ce que c'est Ottawa. Winnipeg? Je ne suis pas sûr. Non, mais Ottawa, j'étais convaincu. Mais après ça, je me dis, il y en a quand même juste. Il y en a 2 autres qui vont être éliminés. Là, je dis Winnipeg, il y a des trous en défense, mais ils ont quand même une attaque et un gardien. Je ne sais pas. Vancouver, ils ont perdu des gros morceaux, ils ont perdu Maxpa, mais quand même, il y a du talent. Edmonton, c'est dur d'en éliminer une, donc ça va être serré, à mon avis. Là. Mais moi, je rejoins Benoît quand Benoît, tu dis que Ottawa peut brasser les cartes. Moi, en fait, je suis certain qu'Ottawa va brasser les cartes parce que, autre cul, quand tu finis dernier, c'est toi qui brasses les cartes et qui distribue. Fait que ça, je pense que c'est pas mal ça qui va se passer si vous permettez. Excuse-moi, Benoît, je t'ai coupé. Non, je pense que dans cette catégorie-là, Brady Tkachuk, c'en est un bon. Fait que, c'est ça, ils peuvent. Sont capables de jouer au trou de cul. Là. Fait que, non, je pense que c'est super le fun parce qu'on a vraiment une situation où tu vois des clubs qui ont décidé de bâtir tout sur l'offensive. Tu vois des clubs qui ont essayé d'y aller plus équilibré, profondeur. T'en as d'autres qui sont. Il y a différents scénarios, puis c'est vraiment là que tu vois, puis c'est ça que je trouve le fun. C'est là que tu vois là, comment que les bons coachs réussissent à s'adapter. Puis je pense que c'est là que tu vas pouvoir voir des bons coachs comme Claude Julien se servir de la situation pour se préparer pour des séries comme ça. Il y a des coachs qui ont moins d'expérience, puis je pense que ça va paraître de plus en plus les lacunes de certains clubs. Tu peux t'en sauver un match, 2 matchs moins, 3 matchs clairement pas. Fait que c'est vraiment là que tu vas voir que ça passe ou ça casse dans bien des stratégies. Là. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, Benoît. Tu dis qu'il y a des équipes qui sont bâties, qui sont plus balancées, qui vont regarder vers la profondeur. D'autres équipes, c'est plus l'offensive. On peut dire que il n'y en a pas qui sont bâtis à défensive, peut-être à part le Canadien dans la division Scotia Nord. Peut-être Calgary un peu. Ouais, puis il y a Ottawa qui est. Encore là, tu n'as pas le mix d'expérience et de talent. Pour moi, la défensive du Canadien, c'est une des meilleures. Parce que, OK, Calgary n'est pas si pire, mais tu peux difficilement me dire c'est qui ton troisième pairing en défensive à Calgary. Là. Non, je suis d'accord, sauf qu'ils ont quand même un certain. En tout cas, je dirais probablement que la deuxième meilleure défensive de la division canadienne, c'est probablement Calgary. Puis, ils ont quand même un Jacob Markstrom qui. Ils ont enfin trouvé un vrai gardien de but, puis ils ont quand même quelques défenseurs de qualité. En tout cas, je pense que s'il y en a une autre équipe qui peut quand même contrôler les dégâts d'un point de vue défensif, ça va peut-être être Calgary, mais le problème, c'est on a pu voir là, quand le Canadien est allé à Vancouver et à Edmonton. À Edmonton, le gardien, c'est tel que tel, puis bon, la défensive, on sait. Puis Vancouver, on voit que là, il y a plusieurs des experts là, des gardiens dans le passé qui disaient que Markstrom était sous-estimé, qu'il sauvait souvent les Canucks. Puis on le voit, là, il n'est plus là, puis ça n'a pas été facile pour les gardiens. Puis, non. Leur défensive, ils ont perdu. Rick Quinn Hughes a un super talent offensif, là, mais défensivement, c'est un petit peu hasardeux. Ben, tu le vois, tu vois les statistiques, c'est sûr, ça vaut ce que ça vaut, mais le Canadien est l'équipe qui a eu le plus d'échappées à travers la Ligue jusqu'à maintenant. La défensive n'est clairement pas la force des Canucks de Vancouver, puis tu le vois là, avec les résultats. Là. Les stats vont être un peu éparpillés. Là. Je pense pas que tu vas pouvoir comparer des joueurs et des gardiens d'une division à l'autre, parce que il y a vraiment des divisions qui sont plus fortes que d'autres. Là. Un gardien qui va gauler pour 900 dans la division canadienne va être bon, tandis que peut-être dans la division centrale, il va être en bas de la moyenne. Là. Ça va être drôle aussi à suivre, ça. Là. Et pour revenir à ce que Benoît disait tantôt, le fait que le Canadien a 4 trios qui peuvent rouler, les 4 trios en rotation, puis que Claude Julien et Réparto sont en glace, et sont tout le temps frais et dispo. Ils ont de l'énergie, puis ils roulent. Les 4 trios gagnent leur chiffre, gagnent leur présence la plupart du temps. Ce qui fait que la défense à l'adverse, c'est toujours. À un moment donné, ça a fini par les avoir à l'usure. Il n'y a peut-être pas le talent, le punch là, aux Canadiens que, mettons, à Toronto. Mais quand tu as 4 lignes, à un moment donné, il y a quelque chose qui vient avec le momentum.
quand tu as 4 lignes qui passent du temps dans la zone adverse, puis qui gagnent leur présence, là, à un moment donné, là, ça devient que l'équipe adverse a fini par paniquer, si on veut, en défensive. Puis c'est comme ça qu'il va y avoir un but qui va contre. Non, on l'a Le vu, but peut on l'a venir vu de la en fin de première ou semaine. de la quatrième ligne. Ouais, c'est ça. Mais ça ne vient pas toujours de la même ligne. Mais ça va venir parce qu'à un moment donné, c'est comme tu as le contrôle du match. Je Mais pense là, que. j'ai une question pour toi, Ghislain. Tu Ouais, as vas-y. déjà été agent libre, toi, à une certaine époque, dans ta carrière professionnelle. Tu as été attiré ici à Melbourne. Puis, j'essaie de faire le pont avec La Dano. division sud. Oui, tu es rendu dans la division sud, dans l'hémisphère sud. Ben, L'hémisphère la plus... moi, j'ai choisi l'argent plutôt que OK. l'organisation. Bon, ben là, j'aimerais ça voir avec toi, parce que là, Dano, on sait qu'il a refusé 5 millions par année. Puis là, est-ce que le Canadien est rendu à un point où ce que tu peux dire, OK, j'ai un 5 club... millions sur 5 ans qui a refusé ou 5 millions sur 6 Pas ans? clair, hein? 5 ou 6 ans. Je ne sais pas, mais tu es rendu là, on ne s'ostinera pas pour 5 millions sur un contrat de 25 ou 30 millions. T'sais. Anyway, c'est un niveau inférieur à toi, fait que tu peux quand même me donner ton opinion. Quand est-ce que tu penses que là, tu te dis, OK, je vais en prendre moins pour jouer pour le Canadien? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a comme une Moi, je vibe, pense là, il y a quelque chose. qu'il va rentrer dans l'avant. Puis, je ne suis pas un expert des négociations de contrat au hockey, mais je pense que ça faisait partie des négociations. Puis, j'ai l'impression que Marc Bergevin, c'est un directeur général qui ne laisse pas filtrer beaucoup d'informations dans les médias, mais aussi avec les parties avec lesquelles il négocie. Puis ça inclut ses joueurs. Fait que peut-être qu'il a décidé de le faire sécher un peu. Pas parce qu'il veut qu'il s'en aille, mais je pense que ça fait partie d'une stratégie de négociation. Puis peut-être que Dano, éventuellement, il va juste rentrer dans le rang. Tu sais, il s'est essayé. Puis je pense que aussi Dano, ce qu'il voit cette année, c'est que les choses se passent pas si mal que ça. Il continue de jouer avec ses joueurs préférés dans l'équipe. Et il continue d'avoir des responsabilités intéressantes. Je pense qu'il n'est pas fâché. Je pense qu'il n'est pas malheureux. Je pense pas que le directeur général utilise son coach pour le punir. Fait que moi, j'ai l'impression que ça va se régler. Peut-être pas vite, mais je pense pas qu'il va y avoir de problème là. Est-ce que Tu tu penses qu'il va penses, y avoir Ghislain, un hometown discount? Je pense pas qu'il va obtenir. Il va obtenir à peu près ce qui a été offert. Je pense que c'est ça qui va arriver. penses-tu que cette information-là qui est sortie, Le scope de Mathias Brunet, là? ouais, parce qu'en théorie, il y a quelqu'un qui a laissé filtrer cette information-là, puis ça semble venir ben, ça vient de la direction. Ouais, ça, c'est sûr. Ah, tu sais, Mais parce que là, ça met la pression. Parce que là, en tout cas, les réactions que j'ai lues, beaucoup de gens disent, ben là, ils doivent mettre ta taille, il risque d'accepter ça, c'est bon, etc., etc. Je pense que ça fait du sens qu'il n'ait pas nécessairement accepté au départ parce que, bon, je pense que c'est normal qu'il voulait peut-être plus que ça, mais à mon avis, c'est une offre respectueuse quand même. C'est pas comme genre on essaie de t'avoir vraiment à rabais. C'est comme, ben écoute, c'est pas très loin de ta valeur marchande. Et peut-être qu'il pourrait avoir plus effectivement. Mais à un moment donné, il y a comme un contexte. Là, Toffoli a signé 4 ans à quoi, 4,25 ou 4,5 pour certains. 4 millions, hein? Ouais. Il compte pas mal plus de buts que Dano. Oui, mais puis on l'a vu dans les dernières. Ouais, c'est différent, là, mais... mais on l'a vu dans les dernières semaines avant l'ouverture de la saison. Puis là, tout d'un coup, l'argent ne sortait plus par les fenêtres. Hein? Puis là, il y a un contexte qui est bien différent. Il va falloir que Philippe Dano peut-être réalise qu'il y a une pandémie, qu'il n'y a pas de revenus dans la Ligue nationale, que le plafond va rester le même pendant plusieurs saisons. Alors que s'il n'y avait pas eu de pandémie, il aurait eu son 5,5 ou 6 millions par année, probablement. Parce que, puis même que le Canadien aurait probablement offert parce qu'il aurait dit, bon, ben, gars, le plafond va monter de 3 ou 4 millions, on peut mettre un peu plus. Mais là, il n'aura pas le choix. Peut-être qu'il va avoir plus ailleurs, mais là, sa décision à lui, ça va être, est-ce que je prends 5 millions et je fais partie d'une organisation que je vais continuer à jouer avec quand même des bons alliés. Je vais être devenu deuxième ou troisième centre, dépendamment de comment ça se passe avec le mais j'ai des chances de gagner la coupe, ou en tout cas d'être dans une équipe bien compétitive. C'est ça, c'est compétitif.
Ou bien, j'ai 500 000 de plus par année ou 600 000 de plus par année, puis j'ai plus de responsabilités, mais je joue dans une équipe qui fera pas les séries. Ou je joue avec un coach qui s'appelle John Tortorella. Ah, ben c'est ça. Hey, écoute, moi, faut que tu me payes quasiment. Ben, pourquoi plus que ça? On jouait avec Tortorella. Ça vaut bien 1 million supplémentaire. Ah, je sais pas si j'irais. Écoute, ça m'a l'air d'un tortionnaire, en fait. Messieurs, la discussion d'aujourd'hui nous a permis d'identifier, je pense, quelques sujets supplémentaires pour les prochains épisodes. En passant, c'était le fun de vous retrouver. Puis avant qu'on aille plus loin dans l'épisode, je voudrais juste confier aux auditeurs que il y a environ une semaine, on s'est rencontrés les trois, puis on a fait notre petit pool de hockey, mais juste pour la division Nord cette année. Puis à la fin, on discutait comment on pourrait rendre ça un peu plus épicé. Là. On s'est dit qu'on pourrait se rajouter des points si on devinait quelle équipe allait finir en haut de la division. Et les trois, on a choisi Montréal. Alors, est-ce que c'était du romantisme de fan? Est-ce que c'était une évaluation objective? Et surtout, est-ce qu'on avait raison de le faire, de choisir Montréal? Alors, vous pourrez toujours nous ramener ça sur la gueule à la fin de la saison si on s'est planté. On est rendu à l'évaluation de la bière. Alors, en passant, quand on a fait le pôle hockey, Benoît nous a servi 2 grosses quilles de VB. Alors, ce soir, il a été permis parce qu'il n'y avait plus de VB chez lui. Mais Marc-André et moi, on a bu la Victoria Bitter ce soir. Alors, Marc-André, à tout seigneur, tout honneur, qu'est-ce que tu penses de la VB? Écoute, moi, je suis allé, là, la vraie consommation, pas comme toi. Je n'ai pas fait ça dans un verre, là. C'est une VB. Ça boit direct à la bouteille, à mon avis. Puis, juste, c'est une bière qui se twiste. Alors, déjà, en partant, quand la bière, elle s'ouvre en se twistant, pas ici à Melbourne, là, ça veut dire que c'est tellement moins haut de gamme que le décapsulage. Mais écoute, moi, je ne suis pas un méga fan des bitters à la base. Puis c'est bien populaire ici pour une raison que j'ignore, là, mais. C'est générationnel, je pense. Ouais, je m'attendais à pire, honnêtement. Je m'attendais à pire. Écoute, je dirais que si c'était la seule bière qui avait été disponible dans un party, je serais un peu déçu, mais je serais capable de passer au travers. Mais tu sais, je me presserais pas à en racheter d'autres. En tout cas, je sais pas. C'est pas pour moi ce genre de bière-là, mais je m'attendais à pire. C'est une bière que tu bois après un après-midi à bûcher du bois ou à fendre du bois. Tu sais, c'est une bière que j'associe à mes mononcles, à mon père, qui travaillait fort dehors l'été, les foins, ces affaires-là. Pour moi, c'est une bière que j'associe à une époque, mais aussi à certaines activités. Là, quand tu as travaillé fort, puis tu sues, puis tout ça, tu es moins disponible là, pour des goûts complexes, tout ça. Puis cette bière-là, là, je dirais qu'elle remplit cette fonction-là. Là. C'est du gars fatigué là, qui a travaillé fort, puis qui veut juste relaxer avec sa bière. Ça, c'est bien correct. Moi, j'ai rien contre ces bières-là entre guillemets, d'une autre époque. J'aime ça, la Monsonex. C'est pas une bière sophistiquée, mais moi, je la trouve bien sympathique. Puis, je trouve que ça fait partie de la même famille. Un peu. Benoît? Ouais, moi, c'est drôle. C'est le style bitter. Je ne dirais pas que c'est. Pour moi, le problème, c'est pas VB. Là. Je pense que j'ai vraiment donné une fois. J'étais avec toi, Ghislain, où on a essayé. Je les ai toutes essayées. Je me suis dit, regarde, je vais essayer tout le range bitter. Puis si éventuellement, il y en a une qui est meilleure que les autres, je vais le trouver. C'est juste qu'on n'est pas habitué. On n'a pas vraiment d'équivalent au Québec, je pense, pour une bitter. Puis pour moi, c'est comme. La bière est correcte, c'est pas si pire, mais je veux dire, je pense que c'est comme une bonne deuxième bouteille de vin. Je veux dire, tu commences par quelque chose de bien, puis après ça, si tu as encore soif, tu vas en ouvrir un autre, puis ça va faire la job. Pour moi, c'est pas mal la définition de la VB. Là. Mais je ne commencerai pas une soirée avec ça. C'est drôle, hein? Je commencerais, si je devais la boire, je commencerais avec ça, puis je finirais avec quelque chose d'un peu plus intéressant, mais ça, c'est une question de préférence. Moi, je commencerais avec autre chose, puis je finirais avec autre chose. C'est encore mieux.
Hey, on a. Mais je leur donne. En fait, ils font quand même il y a une belle campagne de promotion. Là. Tu sais, ça, je parlais tantôt là, que c'était carboneutre, que tu vois qu'ils ont travaillé là-dessus, puis qu'ils ont commencé à installer des panneaux solaires un peu partout dans le désert pour après ça compenser pour leur consommation de carbone et tout et tout. Ça, je leur donne. Ça, je trouve ça vraiment cool, là, qu'ils se renouvellent, puis c'est pas juste le château Vous fort rappelez-vous, BB. Puis, ouais. Vous rappelez-vous des pubs je pense qu'on avait regardé une ensemble il n'y a pas longtemps. Les pubs de Coors Light avec Daniel Pilon et son frère, je ne me rappelle plus c'était quoi son nom. Là. On les voit les deux ici. God! Alors, Quoi, ouais. tu sais, Daniel Pilon, pendant la crise financière de 2008, il a perdu beaucoup d'argent. Tu sais, il y avait des investissements dans des immeubles d'appartements, dans le coin de Los Angeles, tout ça. Là, je pense qu'il cherche du travail, puis fait qu'il nous a envoyé un courriel, puis je pense qu'il cherchait de la visibilité, là, puis il savait c'était quoi la bière qu'on allait boire ce soir, fait qu'il il nous écrit ça, tu sais, il nous spin quelques mots, là, il nous dit la Victoria Bitter est reconnue pour sa douceur, son caractère légendaire et sa personnalité. Là, son frère répond comme nous autres, Daniel, comme nous autres. En tout cas. Et ça, c'était la bonne vieille pub de Coors Light adaptée à la VB. Sur ces belles paroles directement de Californie, merci les gars, c'était le fun de vous revoir pour une autre belle saison tout en couleur. Je veux juste vous rappeler que d'ici le prochain épisode, rappelez-vous, l'important, c'est ça qui compte. Alors, salut les gars. Salut! salut!